tous et bienvenue pour cette seconde conférence de la Tech Academy qui a commencé en fanfare ce matin. On a eu le mot d'accueil avec Luc Châtel, avec Claude Cham et puis Philippe Baudin et le sénateur de la Somme, Rémi Cardon. On a eu une très belle conférence pour ceux qui étaient sur le vitrage connecté et intelligent. Et on va voir une magnifique session en cette mi-journée sur la coopération amont-aval, comment la structurer, comment aligner cette filière automobile pour mieux résister à la concurrence internationale. Alors, on a un intervenant qui va arriver en cours de route, il essaie de se garer, c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout lorsqu'il y a un grand salon comme ça, comme Équipe Auto, qui démarre apparemment en fanfare. Dans les invités, nous avons des présidents de la FIEV avec Jean-Louis Pech, qui était justement présent ce matin lors de l'inauguration sur cet espace de la Tech Academy. Un autre président avec Francis Bartholomé pour Mobiliance. C'est important qu'il y ait effectivement, et c'est vraiment l'ADN de cette Tech Academy, c'est avoir toujours la première monte, mais aussi le lien avec la prévente. Et le lien avec la prévente, il est fait avec Rodrigo Lopez Rocha, qui est donc en charge de la branche aftermarket pour la FIEV. Nous avons Michel Forissier, ex-Valeo, consultant, membre du directoire de la SIA. J'en oublie sans doute, mais il expliquera le reste. Et on attend le consultant Renaud Kayanakis de SIA Partners qui va nous rejoindre en cours de route. Mais déjà, un mot avec vous, Jean-Louis Pech. On a bien vu qu'il y avait un dialogue stratégique avec la Commission européenne. Bon, on ne va pas se mentir, il y a quand même quelques doutes par rapport à la feuille de route, par rapport à l'électrification. Et puis, surtout, un signal de détresse que tire quand même cette filière européenne. Et là, je parle des constructeurs et des équipementiers. Oui, un signal de détresse qu'on tire depuis des mois et des mois, pour ne pas dire des années. C'est-à-dire qu'on est face à des ruptures à la fois technologiques très importantes qui sont maintenant derrière nous, à travers des nouvelles architectures électroniques, des véhicules connectés, des véhicules électrifiés. Donc il y a tout ce train d'innovation qui est extrêmement violent pour l'industrie automobile, auquel elle a su faire face. Elle a traversé, comme tout le monde, le Covid, la crise des composants électroniques. Et puis maintenant, elle est face à une concurrence internationale, et pour ne pas la nommer, une concurrence chinoise très forte, avec un écart de compétitivité très important. La Chine, c'est le premier marché mondial. C'est un marché qui est supérieur à celui de l'Europe et des États-Unis additionnés. Donc, c'est le premier marché. C'est un marché en surcapacité de production. C'est un marché qui est capable de développer des véhicules 2 fois plus vite que les constructeurs européens. Donc, c'est un marché qui nous fait très mal. Et en plus, on a le chic, nous, en Europe, d'être grands ouverts. C'est les bras grands ouverts. La Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, tous ces pays-là ont des règles pour entrer sur leur marché qui protègent leur marché intérieur. En Europe, non. En Europe, on ne sait pas se protéger. Toute la politique européenne a été orientée pour la défense du consommateur et non pas la défense de notre tissu industriel. Donc, effectivement, on tire une sonnette d'alarme parce que si rien n'est fait, nous verrons disparaître. Alors, quand je le dis comme ça, personne n'y croit, encore moins quand on voit encore la résilience et la force des acteurs présents autour de nous. Mais quand même, ce qui se joue, c'est ni plus ni moins que la disparition de l'industrie automobile européenne. La France en a déjà perdu un gros morceau. On a déjà perdu 40 000 emplois. On estime qu'on va en perdre encore 40 000 dans les 5 dernières années, 20 000 dans les années qui viennent là. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. Les nouveaux modèles ne seront probablement pas produits en France, donc c'est du déréférencement d'équipementiers. Donc c'est une situation extrêmement grave. Je le dis avec le sourire parce que c'est 50 ans d'équipe auto, donc c'est aussi la fête et la résilience d'un tissu. Mais quand même, voilà, c'est une grosse sonnette d'alarme qu'on tire depuis plus d'un an, de façon très concrète, pour essayer d'animer un dialogue stratégique où on parle beaucoup, où on fait très peu. Alors, si je fais un parallèle avec la situation politique, bon, il y a plus de stabilité avec Équipe Auto, c'est vrai. L'heure est grave. On peut le dire, l'heure est grave. Oui, bien bonjour à toutes et à tous. Bien évidemment, depuis plus d'un an, on partage largement avec Jean-Louis Pech ces difficultés rencontrées. Je dirais simplement pour Mobiliance, et je suis particulièrement content d'être présent ici, c'est le fait globalement que si on cite l'industrie, nos amis constructeurs et nos amis équipementiers, je répète inlassablement qu'aujourd'hui c'est toute une filière et que cette filière-là, elle est faite aussi de tous les métiers des services et de la prévente.
et que globalement, ensemble, aujourd'hui, dans cette, à peu près 9 millions de salariés, c'est quand même important en Europe, à peu près 50-50 entre l'industrie et le service aujourd'hui, il y a vraiment un signal d'alarme. Alors, si je le prends moi sur le côté vente automobile, on n'a jamais un marché qui a été aussi dégradé, aussi en difficulté, ce qui est la conséquence d'ailleurs, ce qui se passe d'ailleurs pour nos amis équipementiers et industrie. On est vraiment extrêmement liés. D'ailleurs, je peux dire que cette crise a montré qu'on n'a jamais été aussi liés les uns les autres entre les services et l'industrie, puisque de toute façon, ce qui se passe chez l'un se passe chez l'autre et ça s'entraîne de toute façon. Donc c'est assez compliqué, le marché est très mauvais. Je pense que c'est plutôt une crise qui est bien sûr, qui a été origine cette électromobilité à marche forcée qu'on a voulu donner. Mais je crois aussi que c'est parce que on a rajouté un certain nombre d'éléments qui ont effectivement mis en place pour le consommateur des situations de non-acceptabilité du produit. Et quand on a non-acceptabilité du produit, c'est déjà très difficile. Alors le français étant un peu plus quelqu'un qui réagit assez... Quand on l'oblige à quelque chose, vous avez vu les ZFE, comment ça a fait. Dès qu'on les oblige, il y a des sujets qui sont là et qui effectivement ont reporté des situations qui n'ont peut-être pas lieu d'être, mais qui malheureusement sont comme ça. Et sur le système de non-acceptabilité, je sais qu'il y a peut-être des gens de la VER qui sont là. On travaille aujourd'hui, Mobiliance a été sollicité au niveau de l'État pour effectivement rendre le produit plus acceptable. Bon, il y a un sujet là, par rapport à ça. Le deuxième point qu'on a vraiment comme idée globale, c'est, je voudrais le préciser tout de suite, c'est qu'au niveau de l'Europe, puisque c'est quand même un dossier européen, Jean-Louis le disait, on a aujourd'hui, Mobiliance a créé avec nos amis allemands ce qu'on appelle l'AME, une Automotive Mobility européenne, qui permet effectivement de rassembler autour de nos vrais sujets communs une vraie position européenne et notamment, on aura l'occasion sûrement d'y revenir, par rapport à la position chinoise. Mais ce dossier-là aujourd'hui a du sens et va permettre de porter un peu la parole à la fois des services, mais de tous les services, y compris la réparation. Tout à fait, c'est bien le sens de cette conférence. Alors vous parlez de la VER qui sera ici même le 17 pour une conférence avec Mobiliance d'ailleurs et Mobipolis pour parler du programme Advenir et le financement des bornes de recharge. L'électrique, on en vient avec vous, Michel Forissier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien une Europe qui recule et une Chine qui avance. Et j'ai envie de dire, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui pensent qu'il faudrait avancer. Je pense qu'on est à la croisée des chemins d'une transformation qui est colossale et qui effectivement qui arrive avec plein d'autres trucs en même temps. Je pense que Jean-Louis l'a dit clairement tout à l'heure. Ça fait beaucoup au même moment. L'automobile est vraiment dans une transformation incroyable. Et donc, digérer la pilule est un peu compliqué. Et donc, en fait, on a une position un petit peu schizophrène parce que d'un côté, il faut qu'on protège nos industries et on a besoin de les faire survivre et qu'elles soient en forme pour être capables de gérer cette transformation. Et d'un autre côté, on est dans une course. Et cette course à la décarbonation et à l'électrification, les Chinois, ils ont décidé délibérément de foncer à toute allure là-dedans. Alors, de façon autoritaire aussi. Enfin, de façon autoritaire, oui, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et en fait, ils sont devenus très, très bons. Et le problème dans une course, c'est que si vous ralentissez, vous perdez la course. Donc nous, aujourd'hui, quand on entend les gens dire il faut faire autre chose, il faut ralentir, il ne faut pas y aller à fond, c'est un peu schizophrène parce que oui, d'un côté, il faut se protéger, mais de l'autre côté, il ne faut pas rater la course non plus. Et donc, toute la difficulté des entreprises aujourd'hui, c'est à la fois d'avoir la chèvre et le chou, c'est-à-dire d'être capable de garder ses business actuels en les développant pour survivre et pour rester dans le marché, puis en même temps, être dans la course de la compétitivité sur les voitures électriques. Et ça, c'est compliqué pour tout un tas de raisons, et notamment à cause de l'accès aux matières. Je pense qu'on y reviendra. Et on a vu notamment ce qui s'est passé avec la Chine ces dernières semaines. Très bien l'expression la chèvre et le chou chinois, je retiens. Plus sérieusement, Jean-Louis Pech, on voit qu'il est important de garder cette expertise sur les moteurs. Et précisément, on voit bien que ce que proposent les Chinois, ce n'est pas simplement des voitures à batterie, mais il y a aussi des range extenders qui l'accompagnent. Oui, les Chinois sont extrêmement pragmatiques. Ils appellent ça les new véhicules. Et ils incluent des véhicules à propulsion électrique équipés d'un moteur thermique comme range extender pour étendre finalement le kilométrage franchi. Donc, ils sont très pragmatiques. Mais comme ça a été dit, au-delà, enfin, ils mènent les deux combats à la fois. C'est-à-dire, on est venu sur leur terrain et, comme ça a été dit à l'instant, eux, ils ont eu une vision depuis 20 ans là-dessus. Ils se sont structurés,
ils ont fait l'analyse des matières premières, on a entendu parler des terres rares. Toute leur industrie s'est positionnée sur le véhicule électrique et sur le thermique sur lequel ils avaient des retards, ils ont appris aussi. Ils ont pris des prises de participation. La dernière en date, c'est Jelly, l'une des dernières en date chez Horse. Donc, ils se sont structurés pour apprendre et couvrir le panel technologique. Mais sur l'électrique, ils ont pris une avance vraiment très nette. Ils en sont aux prochaines générations et nous, on a du mal, encore une fois, à combler le retard qui est acquis parce que, encore une fois, il y a la batterie, mais il n'y a pas que ça. Il y a toute l'architecture électronique des véhicules, ce qu'on appelle le software defined vehicle. Donc, le véhicule électrique leur a permis d'appréhender, un peu comme Tesla aussi très tôt, de nouvelles architectures. Donc, c'est très profond, avec la prédominance du software, la capacité à mettre à jour un véhicule, à le gérer dans le temps à travers ces mises à jour. Donc, encore une fois, nous, on est pris dans notre histoire automobile et on a beaucoup de mal à rattraper, à être au prix, parce que malheureusement, c'est ça dont il s'agit aussi. Et donc, et en plus, on ne sait pas se protéger, contrairement à tous ces pays-là. Donc, on est dans une immense fragilité, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est vrai que l'électrification focalise un peu tout ça. On veut effectivement lutter contre le changement climatique. Et je pense qu'il ne faut pas avoir d'hésitation là-dessus. Mais il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est à la fois se protéger. C'est pour ça que la FIEF travaille beaucoup sur le local content. Mais aussi sauvegarder nos capacités d'innovation. Quand j'entends certains politiques parler des aides aux entreprises sous la forme du CIR, je dis cela, il faudrait presque qu'ils changent de métier. Parce qu'on a absolument besoin de garder nos activités de R&D. Sinon, non seulement on va perdre nos productions industrielles, mais en plus on va perdre nos ingénieurs, nos centres de R&D. Et demain, on ne sera plus capable de rebondir. Le contenu local et l'économie circulaire, c'est très important, on en parlera tout à l'heure. Mais peut-être un mot avec vous, Rodrigo Lopez Rocha, est-ce que vous représentez également SKF? Oui, bonjour. C'est marqué sa voix de polo, donc je suis bien obligé de poser la question. Je suis désolé, j'ai pas pris de veste. Les moteurs électriques, les moteurs électriques, c'est quelque chose évidemment c'est votre environnement quotidien, donc Oui, vous alors, êtes déjà présent sur cette oui, on transition. est en tant qu'SKF équipementier première monte. Sur les voitures chinoises, on a une grosse part de marché sur le wheel-end. Donc on est déjà présent sur ces véhicules-là. Sur le powertrain, aujourd'hui, on fait beaucoup de roulements à faible frottement. Donc c'est aussi l'avenir. On pense aussi au CO2 et l'économie de CO2. Et ça passe aussi par des innovations. Mais je dirais que moi, je suis un peu pragmatique. Je suis désolé, mais moi, je suis dans la rechange. Donc SKF, c'est une entreprise d'équipement d'origine. Mais il faut aussi qu'on pense au parc d'aujourd'hui. Et le parc d'aujourd'hui, ça sera aussi le parc de demain. Les voitures chinoises, ce seront le parc de demain. Et nous, équipementiers, on devra fournir des pièces pour les distributeurs, pour les plateformes, afin que les consommateurs puissent réparer leurs voitures. Aussi les marques chinoises. Je pense qu'il faut je suis d'accord avec toi, Michel, je pense qu'il faut qu'on arrive à concilier les deux. Le parc, il a quoi aujourd'hui? 13 ans. Dans 3 ans, 30% des véhicules auront plus de 15 ans. Donc il faudra les réparer. Mais en même temps, nous, équipementiers et comités d'origine, on se doit d'être présents parmi tous les constructeurs et prendre des parts de marché parce que ces véhicules vont venir en Europe et on doit être capable après de fournir des pièces pour la rechange. Et je précise qu'on aura un rendez-vous ici même le 17 sur justement les constructeurs chinois et la prévente. Conférence à suivre en fin de semaine. Je vous présente Renaud et Rodrigo sera là également. Je vous présente Renaud Kayanakis de SIA Partners, voilà, qui a pu se garer. Renaud, on est en train de voir effectivement les difficultés de cette Europe qui doute par rapport à 2035 et c'est vrai qu'on a vu plusieurs constructeurs qui justement reculent leurs échéances et restent très pragmatiques. Ça marche ou pas? Ouais. Le pauvre, je le prends et il est tout essoufflé. Excusez-moi pour mon retard. J'ai réussi à me garer. Oui, naturellement, 2035, c'est demain. L'Europe s'est préoccupée réellement du sujet, notamment des batteries, à partir de 2017 uniquement. On a en face de nous un mastodonte chinois qui a démontré ses capacités à produire et à commercialiser des véhicules. Et dans ce contexte-là, forcément, les constructeurs se posent des questions sur leur capacité à répondre à cette échéance. Et notamment, moi, je le dis assez régulièrement, il n'y a pas simplement le problème de savoir produire des véhicules électriques, mais tout simplement de disposer des infrastructures routières qui permettent d'héberger ces véhicules. Aujourd'hui,
Nous, Parisiens, on voit des bornes de recharge partout. Mais si vous quittez Paris, à 50 km de Paris, dans les villes, il n'y a pas de borne de recharge. Sur les routes secondaires, il n'y a pas de station de recharge. Donc on est sur un phénomène où finalement, moi en tant que constructeur, quand je commercialise un véhicule, je ne sais pas comment mon utilisateur va être capable de l'utiliser. Et on a une problématique d'infrastructure qui, je pense, doit être prise en main. Alors, on est en période budgétaire, j'ai envie de dire par l'État. Il ne reste pas grand-chose, à mon sens, dans les caisses de l'État, mais ça ne peut pas être uniquement les constructeurs qui prennent en charge je dirais cette rampe de lancement pour pouvoir recharger ces véhicules. Merci. Alors, la puissance des Chinois, on la mesure. Et Francis Bartholomé, vous étiez il n'y a pas très longtemps au salon de Shanghai, hein, je crois, avec toute une délégation Mobiliance. Donc, quel effet ça vous fait de voir que Geely, qui est un groupe important, aujourd'hui, quelque part, a un pied chez Renault par rapport au moteur et peut-être pourrait récupérer de l'expertise dans ce domaine aussi? Oui, je vais répondre avec cette question, mais je voulais aller dans le sens de mon ami Michel à côté. C'est que à aujourd'hui, les investissements qui ont été faits par les industriels sont tels, plusieurs milliards, que de toute façon, il est pratiquement impensable de revenir un peu en arrière. Ça, c'est la position qui est claire, et on est tous assez d'accord. Comme il est, à mon avis, assez impensable, encore qu'on peut en discuter sur la date, mais la date de 2035, a priori, n'est pas encore le plus problématique, je pense. Le vrai sujet, c'est le dating pour y arriver. Et je crois que là, on a fait des choses invraisemblables dans notre pays. On a surenchéri sur un certain nombre de choses. On n'a jamais fait d'études d'impact. On n'a jamais réfléchi aux conséquences. Et définitivement, c'est ça qui pose énormément de problèmes. À l'industrie, c'est une évidence. À mes amis équipementiers, c'est une évidence. Et aux clients qui achètent des voitures, c'est une autre évidence. Ça, c'est un point qu'il faut bien extrêmement présent. Sur le problème chinois, nous, on pense à Mobiliance que ce n'est pas le sujet des taxes qui vont changer quoi que ce soit. C'est un sujet assez immédiat. Les Chinois subventionnent tellement leur industrie que si vous voulez taxer de 20, ils mettront 15 de plus, ça ne changera pas grand-chose. Et c'est pas, à mon avis, vous savez, quand on est très faible par rapport à un géant, ça ne sert à rien de lui taper dans les chevilles parce que lui va nous taper sur la tête. Donc je pense que ce qu'on a compris en Chine, notamment avec M. Raffarin, et Jean-Louis est avec nous d'ailleurs quand on a échangé, c'est plutôt d'essayer d'avoir une forme de coopération intelligente sur le demain. Je suis encore assez d'accord de dire que, bon, allez, on n'a pas perdu toutes les batailles. Hein, voilà, il ne faut surtout pas baisser. Mais ça ne va pas être simple. Hein, l'avancée là. Mais à mon avis, une façon de le faire avec des gens aussi forts, à la fois sur des marchés qui sont énormes de développement, donc des coûts peu chers, qui ont toutes les capacités intellectuelles. Je lisais des articles, je crois qu'ils produisent plus d'ingénieurs actuellement dans leur pays que l'Europe et les États-Unis réunis. Donc, je pense que statistiquement, c'est sûr que c'est plus facile pour eux. Je pense qu'à un moment donné, il faut plutôt essayer d'avoir, ce qu'on a essayé, nous, Mobiliance, d'induire un peu cette réflexion en Chine, c'est d'avoir une forme de collaboration. Vous savez, on avait pensé, quand vous parliez des moteurs thermiques, l'Europe a été en besoin de moteurs thermiques. Quand on a envoyé le moteur thermique en Chine, ils ont fait des joint ventures. C'est-à-dire qu'ils nous ont piqué carrément le moteur, ils nous ont piqué aussi l'Airbus, ils nous ont piqué tout pour avec les joint ventures. Ça ne date pas d'hier, en fait. Ça date pas d'hier. Excusez-moi, on va se rajeunir un petit peu quand même, ça fait du bien. Parce qu'on n'a sûrement pas fait la chose. Peut-être qu'à l'époque, on y pensait, bon, pour des raisons européennes qui n'étaient pas tout à fait identiques d'approche entre l'Allemagne et la France. C'était une des raisons importantes. On ne l'a pas fait. Ceci étant, maintenant, je crois qu'il est préférable d'essayer d'avancer dans ce sens. Alors, l'exemple que vous prenez, Gilles Renault, c'est l'exemple qui, à mon avis, est intelligent pour moi, parce que ça permet effectivement de concrétiser d'une manière précise ce que j'étais en train de vous dire. Et on a maintenant, il faut vraiment que l'Europe décide dans ce sens-là une véritable volonté politique, mais avec des enjeux et des engagements très forts, quoi. Que pas quelque chose qui tourne clairement de manière non directe, et puis que la France ne vienne pas rajouter sa mayonnaise à chaque fois qui nous perturbe encore un peu plus. On demande aux Français de s'occuper de la France déjà, puis après on s'occupera de l'Europe, et qui s'occupent déjà d'eux, mais qui ne viennent surtout pas nous raboter des choses qui ne vont pas dans le bon sens de ce que l'on veut faire ensemble entre l'industrie et les services. Voilà ce que je dis. Oui, tout à fait en phase avec ce que vous dites. Et je voudrais juste rajouter que je pense que les coopérations sont indispensables à plusieurs titres, à la fois pour maîtriser les flux, les marchés, etc., mais aussi pour maîtriser la technologie.
Parce qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train de développer très très vite, Jean-Louis le disait tout à l'heure, beaucoup plus vite que nous, un certain nombre de choses, y compris les technologies. Et en fait, on a tout intérêt à s'associer avec eux pour être sûr de ne pas non plus se retrouver à la rue que lorsque des technologies sortiront du chapeau chinois, lorsqu'elles sortiront. Et on peut faire, il y a des tas de formules pour ça. Alors les accords de partenariat, les joint ventures, à mon avis, c'est essentiel. On ne peut pas laisser non plus les Chinois débarquer en Europe comme ça, dans leur nom propre, sans aucune forme de procès. Moi, je suis tout à fait favorable, évidemment, au contenu local, parce que je pense que c'est important qu'on ait de l'industrie en Europe et que cette industrie, qu'elle soit française ou franco-chinoise, ça ne gêne pas du moment qu'il y a de l'emploi, de la technologie, de l'activité. Et je pense que là, il faut être vachement pragmatique, parce que pour le moment, on parle beaucoup en théorie, mais quand on regarde les faits et la vitesse d'exécution des Chinois, il y a un moment, on ne pourra pas se passer d'eux. On parlera des ressources, on parlera des terres rares, on parlera des batteries, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans eux. Stellantis a fait une JV avec CATL à Saragosse, avec Leapmotor, tout le monde veut... Geely a fait ses accords avec Renault, qu'on connaît, plus Volvo, et bien d'autres. Il y en aura sans doute plein d'autres à venir. Mais à la limite, tant mieux si on est capable de gérer ça. Par contre, il ne faut pas qu'on soit naïf, et ça, je vous suis tout à fait. Il faut qu'on défende nos intérêts aussi. Jean-Louis Pech, si un BYD s'installe en Hongrie ou si un autre constructeur chinois s'installe en Europe, est-ce que c'est une opportunité aussi pour que des équipementiers français puissent collaborer avec ce type d'acteurs ? Bien sûr, sous réserve justement qu'on fixe un contenu européen, parce que si BYD s'installe en Europe avec des financements du contribuable européen que nous sommes pour importer des machines et juste les assembler en Hongrie, je dis c'est pas une bonne affaire. Si au contraire on fixe un minimum de contenu local en disant BYD, vous êtes les bienvenus, passez des JV avec des partenaires européens, construisez votre véhicule en Europe avec un minimum de contenu européen fabriqué en Europe, eh bien au moins on sauvegarde nos emplois. Donc je pense que ça, c'est un axe très important. Ce n'est pas des taxes qu'on demande, c'est justement une politique qui fait que l'argent du contribuable que nous sommes tous n'aille pas en plus détruire notre richesse industrielle. Donc il faut faire ce que les Américains, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, enfin, je pourrais vous citer toute une ribambelle de pays qui le font. On dit, voilà, bienvenue en Europe, welcome avec la compétition, venez jouer avec nos règles du jeu. Et si vous voulez des aides du contribuable européen, parce qu'il n'y a pas d'argent magique, j'ai l'impression de temps en temps qu'on croit que l'argent est magique. Non, c'est notre argent. Et quand notre argent est utilisé pour faciliter la mort de notre industrie, je dis stop. Et je pense que nous devons tous dire collectivement stop. Ça ne veut pas dire que les Chinois sont malvenus. Ça veut dire seulement que quand on aide, on veut que ça soit pour une voiture dite européenne. Voilà. Après, il y aura des voitures chinoises sans aide. On n'empêche pas les Chinois de venir importer des voitures. Il y aura des taxes qui seront ce qu'elles sont. Elles ne peuvent pas être très élevées parce que les rétorsions sont automatiques. Par contre, il y a d'autres outils. Et encore une fois, les Chinois ne comprennent pas que nous ne le fassions pas. Merci. On va passer le micro à Renaud Kayanakis. Juste un dernier exemple pour finir là-dessus, mais l'accord entre Stellantis et Leapmotor, c'est malin. Alors, moi, je suis Qu'est-ce qu'on peut d'accord dire à ce qui vient d'être dit. En l'occurrence, l'accord avec Leapmotor a un double intérêt pour Stellantis, pour Leapmotor. Déjà, le Leapmotor avait besoin de cash, donc d'avoir un industriel qui finance sa start-up en devenir, c'était toujours positif pour Leapmotor. Et puis pour Stellantis, c'était l'occasion de mettre le pied dans la technologie de Leapmotor, parce qu'il y a un certain nombre d'innovations chez Leapmotor qui semblaient pertinentes pour le groupe Stellantis. Donc sur le papier, le deal est intéressant. Dans les faits, il y a beaucoup d'encre qui a coulé justement sur le côté Stellantis fait rentrer le cheval de Troie sur l'Europe, c'est un scandale. Je pense que s'il y a... Alors, je ne suis pas dans les secrets du deal, mais l'idée, c'est de pouvoir bénéficier de la technologie de Leapmotor côté Stellantis et puis de donner accès à un réseau de distribution à Leapmotor. Et je pense que ce qui manque, c'est la suite, ce que disait la personne avant moi, c'est comment on construit ces véhicules Leapmotor avec la technologie chinoise et avec la technologie française, le savoir-faire à la française ou européen, peu importe, mais qu'on soit plus dans une collaboration pour la fabrication des véhicules et pas simplement un échange, je te donne un réseau de distribution, tu me montres ta technologie. Merci Renaud. Bon, alors on va parler de petites voitures européennes. Alors il se trouve que les SUV sont combattus. Vous avez vu que Cash Investigation a fait une émission là-dessus. Et
Michel Forissier, ça fait un petit moment que vous combattez en fait cette dérive sur la balance et puis ces gros véhicules qui coûtent très cher. Pour vous, venir aux voitures beaucoup plus petites, c'est vraiment la bonne solution? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est assez rigolo. C'est un peu comme moi. Moi, je me suis marié il y a 30 ans, j'ai pris 30 kilos en 30 ans. Et donc, les voitures, ben, elles ont fait pareil. Parce que vous prenez n'importe quelle voiture, ligne de voiture, elles ont toutes pris. Vous prenez les Golf, les Clio, les 205 En 6, taille, c'est impressionnant hein, quand on voit les générations 1 Ouais. et celles d'aujourd'hui. Elles ont pris toutes 400 kilos et 40 centimètres en longueur. Toutes. Et alors on va dire, ouais, mais c'est la réglementation, c'est le crash, etc. Alors, en partie, oui, pour le poids, peut-être 100 kilos ou 150 kilos, mais pas 400, quoi, et pas 40 centimètres en longueur, dont il n'y avait pas besoin. Et ça, c'est une espèce de tropisme, monsieur plus, des constructeurs qui veulent toujours faire mieux. On peut comprendre hein, qu'on essaye de faire toujours mieux. Et mieux se traduit la plupart du temps en plus gros, plus long, plus cher. Et donc ça a amené deux choses. D'abord, des voitures qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus chères, et qui consomment finalement à prestations Et équivalentes. en plus, il y a le malus au poids. Et en plus, il y a le malus qui au s'applique. poids. Donc, alors, le SUV, ce n'est que l'épiphénomène autour de ça. C'est devenu vraiment le parangon de la voiture lourde et grosse. Mais ça n'est qu'en fait comment dire, la synthèse d'une lignée qui est une lignée de prendre de l'embonpoint, de devenir obèse, quoi. Et donc, quand on regarde un peu, et moi je suis un ingénieur, qu'est-ce qui fait qu'on consomme ou qu'on ne consomme pas? C'est la masse. Parce que plus la voiture est légère, moins elle consomme, et plus elle est lourde, l'accélération CF égale M gamma, il y a M dedans, et qu'on passe son temps à accélérer et à freiner, la masse est au premier degré. Et donc quand vous regardez comment ont fait les gens qui faisaient des voitures efficaces, elles étaient toutes légères. Lotus, c'était Colin Chapman, c'était Light is Right. Ouais, alors quand on regarde le SUV Lotus, là, Oui, alors c'est pas qui le est bon, entre c'est le pas le bon 2 et le exemple. 3, Il était un peu trahi. Il était un Bon. peu trahi, le pauvre Colin, là. ils ont fait mieux avant. Hein. Mais vous regardez, fondamentalement, regardez ce que fait Alpine ou d'autres gens comme ça qui font des voitures plus légères, ça paye tout de suite. La meilleure démonstration, par exemple, c'est le projet hipster de Dacia qui est présenté à 800 kg, qui est très intéressant. Parce que c'est une vraie voiture 4 places à 800 kg et qui consommera très peu. Bon, en fait, on sait faire ça. C'est juste qu'il faut arrêter de faire, faire du sport, quoi. Voilà, c'est ce qu'on voit. Juste Alors, une juste- remarque concernant. Et puis, il faut avoir la taille un peu plus fine. Juste une remarque, hier j'étais dans un rendez-vous, j'ai vu une statistique qui pour moi m'a impressionné parce que moi je tiens beaucoup à la réparabilité et aussi au coût des pièces quand on va sur le réparateur. Les consommateurs à la fin c'est eux qui vont payer. Et j'ai vu une statistique, il y a 10 ans, il y avait 40 voitures de moins de 15 000 euros. Aujourd'hui, il y en a combien à votre avis? Mais il n'y en a quasiment plus. Une. Il n'y en a quasiment plus. Bah oui, Une parce que voiture à moins de 15 000 euros. Oui. Donc, je pense qu'il faut aussi que nous, constructeurs, équipementiers, moi je suis équipementier, je fais des produits de qualité, origine et ça, mais lorsqu'on est sur des voitures qui vont venir chinoises, c'est bien qu'on y soit présent, je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut prendre le train en marche parce que ça nous permettra aussi en Europe de pouvoir avoir des prix compétitifs et de pouvoir aussi accéder à cette réparabilité sur ces produits. Les petites voitures pas chères, c'est ce qui manque aux Oui, distributeurs. deux remarques quand même sur ce que disent nos amis là. La première, c'est que sur les petites voitures qui consommaient très peu, le comité stratégique de filière automobile que Jean-Louis connaissait comme moi à une certaine époque avait créé la voiture 2 litres au 100. Oh là là, ça remonte à plus de 10 ans, ça. Hein. Oui, peut-être, mais elle existait. Elle existait. Ouais, c'est vrai. Il y avait un projet. Il suffisait simplement qu'à l'époque, Peugeot et Renault se mettent d'accord pour la fabriquer. Mm. Et il y avait une voiture. Et à mon avis, 2 litres au 100, 4 places, ça existait. Par l'époque, c'est quand. Et elle coûtait- l'allègement faisait une grande partie Elle du coûtait, résultat. 30, d'ailleurs. elle coûtait 30 000 euros. J'ai encore les chiffres du comité stratégique. Il fallait fabriquer à peu près 100 000 pour être certain de baisser les coûts à des coûts acceptables. On n'a pas su faire. Donc ça, mais ça on sait le faire. La deuxième chose par rapport à ce que disent nos amis sur les Chinois, moi j'ai l'occasion d'aller en Chine tous les ans, vous l'avez souligné. Qu'est-ce qu'ils ont comme grosses voitures? Je m'excuse, mais ils ont tout. Ils n'ont pas que les petites. Ils ont des très très grosses voitures et ils adorent les grosses voitures. Donc moi je pense qu'il faut laisser un peu le consommateur choisir. Hein, parce que sinon, si on commence à vouloir mettre tout le monde dans la même voiture, petite, pas chère, on ne va pas y arriver encore. Hein. pas tout le monde, mais il faut une offre. Alors, il ne s'agit Il pas faut faire une d'imposer, offre. mais voilà, je il faut une offre. pense que la France est en train de faire une offre actuellement avec Renault. On a quand même des produits aujourd'hui qui sont là. Il est vrai globalement que le prix, et troisième remarque, c'était relativement indécent d'ailleurs pour pouvoir vendre des véhicules, c'est très clair. Aujourd'hui, on a demandé ça, et peut-être qu'on en parlera un peu après, l'intervention qu'on a pu faire au niveau d'ailleurs de Mobiliance, qu'on fait avec l'AME, nos amis, c'est arrêter de se focaliser uniquement sur le dossier de la voiture neuve.
Pensons un tout petit peu qu'il peut y avoir des voitures d'occasion, pensons qu'il peut y avoir éventuellement un parc roulant à travailler pour faire venir en définitive des résultats bien meilleurs sur les émissions de CO2. Il y a plein de choses à faire qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et là, je crois que là, il y a du travail, il y a des choses à faire. Bon, les voitures neuves sont en train de bouger. Ce qu'il faut s'adresser aussi beaucoup plus au problème des valeurs c'est que l'État se prononce un peu sur les valeurs résiduelles. Il y a des tas de choses à faire aujourd'hui pour faire avancer le parc. Il n'y a pas que les voitures neuves. Maintenant, je me fais un petit peu plaisir. Je crois que je suis un des rares Français. J'ai 50 000 km personnellement en 7 mois en voiture électrique. Bon, je vais vous dire une chose. Si vous avez la chance d'avoir une borne chez vous, dans une copropriété, si en même temps au travail, vous pouvez encore recharger votre voiture, ben, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème avec la voiture électrique. Sauf quand vous allez faire un grand voyage. Mais il y a des bandes sur autoroute. Ça, je suis d'accord avec monsieur, il ne faut pas prendre les routes secondaires. Vous avez raison. Mais quand on va à Marseille, pour aller vite, on prend les autoroutes. Il n'y a plus de problème sur autoroute pour recharger une voiture électrique. Je suis allé en Espagne, il n'y a pas eu de problème pour recharger ma voiture. Donc, il faut arrêter là aussi de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a une progression énorme des bornes sur les... Quand on dit que Total n'en fait pas, je vous assure que ce matin, je suis encore venu de Reims en voiture électrique. J'ai 3 bornes, 3 passages de moi. Il y a une quarantaine de bornes qui sont sur la longueur. Il y a peut-être 2 voitures qui sont en train de recharger. Je ne sais pas, vous voyez l'investissement qu'ont fait ces gens-là. Pour aujourd'hui, c'est dramatique. Alors, je crois que le problème n'est pas trop là. Il faut laisser remettre le consommateur, lui rappeler qu'il y a des voitures électriques, il y a des leasings, qu'il y a effectivement des voitures d'occasion qui est un véritable marché. J'ai entendu dire d'ailleurs que l'État français avait envie de taxer les voitures d'occasion. J'espère que j'ai mal compris. Parce que là, non, c'est encore sur l'État. Ils ne savent pas quoi faire pour taxer, mais il faut qu'ils arrêtent. Parce que s'ils taxent les voitures d'occasion, ça va devenir compliqué au poids aussi, on est d'accord. Donc, Ce qui est sûr, c'est que l'automobile ne manque pas de taxes. Hein. alors ça, c'est vrai. Et il faut des grands coffres, il faut mettre toutes les taxes. Je vous garantis qu'il faut ça. Voilà. Merci. Un mot peut-être, Renaud, sur ce qu'on appelle les kei cars, parce que c'est une catégorie qui est très populaire au Japon. Oui, en effet. Alors ça, je vais rejoindre Michel sur les petites voitures. C'est un phénomène qui fonctionne très bien au Japon, puisque je crois qu'on a près de 40% des ventes concernées par ces kei-cars, qui sont finalement des tout petits véhicules légers et avec un usage citadin très majoritaire. Aujourd'hui, les constructeurs, je vais penser qu'à la France, réfléchissent à ces véhicules-là, tout simplement pour 2 raisons. Une raison économique. On oublie que les Français, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de se payer une voiture tous les 5 ans à 30 ou 40 000 euros. Faut rappeler que la voiture, c'est quand même le 2e poste des dépenses d'un ménage, après le loyer ou le crédit maison. Et donc, du coup, on a des tentatives chez les constructeurs qui sont vraiment au tout début, puisque Stellantis a lancé la Citroën Ami ou la Fiat Topolino, qui sont des véhicules, je le rappelle, sans permis, là où Renault a lancé le véhicule Duo qui est proposé en avec ou sans permis, mais on reste encore sur des modèles, j'irais, de niche, qui vont intéresser la population bourgeoise de 16 à 18 ans qui veut aller au lycée avec sa petite Citroën Ami. Donc on n'est pas encore dans ce format-là, mais on a une vraie problématique, c'est qu'aujourd'hui, pour produire ou importer ce genre de véhicules, il faut rajouter un certain nombre de conditions de sécurité qui sont imposées par notre chère Europe, et qui, du type airbag, correcteur de trajectoire, etc., airbag latéraux. Et ça, aujourd'hui, si vous rajoutez ces éléments-là, vous rajoutez le pied de facture, et il n'y a plus d'intérêt d'aller chercher ce kei-cars qui doit être dans une cible entre 10 et 15 000 euros pour trouver son marché. Donc la vraie problématique, et d'ailleurs c'est la demande des constructeurs quand ils vont à Bruxelles, c'est de dire supprimez-nous un certain nombre de contraintes ou en tout cas de coûts liés à la sécurité pour des véhicules qui sont voués à circuler essentiellement en zone urbaine et pour lesquels le crash test à 120 semble ne pas faire de sens dans 99% de son usage. Mais pour l'instant, on est encore contraint par rapport à la législation en vigueur et donc au coût associé à l'ensemble de ces éléments sécuritaires qui représentent aujourd'hui sur ce genre de véhicule 20 à 25% du coût et qui ne permettent pas de trouver un marché. Alors, vous avez parlé des amis, il y a celle qu'on fait la croisière verte juste à côté, donc comme quoi c'est assez costaud. Jean-Louis Pêche, au nom de la Fièvre,
naturellement, vous souhaiteriez pouvoir contribuer à cette petite voiture européenne? 3 tonnes, siège de bassin. Bon, je dis quand même, il y a de la place pour autre chose. Ça ne me paraît pas très raisonnable tout ça, au regard de tous les enjeux planétaires auxquels nous devons faire face. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment de la place. Ça correspond à des besoins, à la fois en termes de pouvoir d'achat, mais aussi en termes de recyclabilité. Moi, je pense que ces voitures-là, quand on parle d'éco-conception, elles doivent être conçues au regard de leur cycle de vie pour permettre un recyclage maximisé de l'ensemble des pièces dans de bonnes conditions. Donc, je suis persuadé qu'il y a de la place pour l'innovation européenne au regard de ces véhicules-là. Après, il faut encore une fois travailler, mais alléger l'aspect réglementaire, parce que malheureusement, là aussi, on est les champions du monde. Donc, oui. Et en tout cas, pour les équipementiers, encore une fois, ce sont les opportunités. Alors bien sûr, il y a une autre chose très importante qui a été dit tout à l'heure. Le parc, c'est 40 millions de véhicules. On en vend moins d'1,5 million. On en produit 1,3 million cette année. 40 millions de véhicules en circulation en France. Une politique de parc, comme disait Francis, peut avoir plus d'impact que la focalisation qu'on a aujourd'hui sur les voitures neuves. Les équipementiers adressent à la fois le marché de première remonte, mais aussi l'aftermarket, mais aussi avec les recycleurs, l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Donc voilà, un marché de véhicules plus petit, plus abordable, urbain ou rural, parce que je pense que dans la ruralité aujourd'hui, le monde rural ne trouve pas chaussure à son pied dans l'offre véhicule. Hein. C'est là où on trouve le parc le plus vieillissant. Voilà, encore une fois, il y a de la place pour l'innovation. Moi, je pense que rien n'est perdu. Mais il faut qu'on se bouge là. Il faut qu'on se bouge. À Mobiliance, on a rentré dans notre écosystème les distributeurs de ce type de voiture. Je pense qu'il a manqué peut-être aussi de la part du gouvernement français, par exemple, de ne pas leur donner une prime de son bonus, puisqu'on était dans les bonus. On les a un petit peu oubliés quelque part. Donc, c'est un marché qui aujourd'hui fait à peu près 1,5% du marché total. On observe, nous, qui est en croissance quand même de manière importante, donc c'est pas inutile. Et puis bon, je pense que von der Leyen a décidé effectivement de donner une nouvelle vie à ce type de véhicule. Donc ça peut aller, à mon avis, correspondre à des vrais besoins au niveau des utilisateurs bien particuliers, comme tu disais, campagne ou ville. Et puis ça peut avoir un intérêt à la fois pour les équipementiers de devoir le faire. Et je pense qu'il faut avancer, oui, bien sûr. Alors, vous allez garder le micro, Francis, car on va parler des véhicules intermédiaires, les fameux Véli, parce que c'est un domaine qui vous intéresse particulièrement. Oui, ça va à peu près dans le même genre d'idée, hein, tel qu'on est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pris bien conscience qu'à un moment donné, tout ce qui n'est pas vélo, tout ce qui n'est pas auto, réellement a une possibilité de se développer. Ça a du sens, à mon avis, dans les grandes villes. On y est très favorable. Vous savez, les mobilités douces, comme on l'a appelé, sont très soutenues chez nous. Hein, ça fait partie de nos activités. D'ailleurs, je disais qu'on recrute effectivement, on fait venir dans notre écosystème ce genre d'activités. Et globalement, pour nous, c'est une façon de répondre aux besoins à la fois de la clientèle utilisatrice, mais aussi de répondre à des besoins, de répondre au poids dans les villes, inévitablement, c'est ce qui est une évidence, et que globalement, ça a du sens aujourd'hui. Pour sa part, on le soutiendra globalement demain, ça c'est clair, oui. Michel, votre opinion sur ce segment un peu intermédiaire? Je pense que c'est, comme le disait notre ami, je pense que c'est une nécessité. Le marché a besoin d'une offre. Il y a des trous d'offres aujourd'hui sur des véhicules pas chers et des véhicules légers. Il y a un trou d'offre parce que ça a été abandonné au fil du temps. Moi, je reviendrai un peu sur ce que disait Renaud tout à l'heure. Je ne sais pas, Renaud, si tu sais ça, mais le Citroën Ami se vend à plus de 65% en ruralité. Beaucoup plus en ruralité qu'en ville. Donc, ce n'est pas tellement la voiture des petits bobos parisiens qui vont visser Pasteur à nuit. Non, c'est pas le bobo parisien, mais c'est un peu la voiture des gilets jaunes, quoi, en fait, un peu. Il y a la voiture des gilets jaunes, mais c'est aussi le bobo de province qui a besoin de faire 20 km pour aller dans son lycée. Et en fait, ça répond à la question. Et donc, je pense que on voit la mobilité, effectivement, quand on va en Chine, on voit des bagnoles de 3 tonnes, c'est un peu dément. Je pense que Jean-Louis avait raison. En fait, la mobilité dont on a besoin, c'est une mobilité de tous les jours, qui est quotidienne, qui est assez légère. Et il faut qu'elle soit juste adaptée. Et là, il y a un trou d'offres. Donc, les offres de Véli, les offres de Kékar, les offres de voitures comme ça, on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, effectivement, fait des SUV un peu gros. Et cette offre de véhicules un peu plus abordable, un peu plus légère, elle a un peu disparu. C'est un peu dommage.
parce qu'en fait, le besoin, il est là. Moi, dans une étude de marché qu'on a fait avec un cabinet, là, on démontre qu'il y a entre 1 et 4 millions de véhicules potentiels en Europe, c'est-à-dire le trou que du marché, puisque l'Europe était à 14 millions, elle est tombée quasiment à 10. Bah, ce trou-là de marché qui s'est fait à cause du Covid, à cause des prix, à cause de tout ça, il est probablement en partie comblable avec une offre comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut créer une offre. Et cette offre, bah, heureusement, il y a quelques constructeurs qui sont en train de se bouger avec bonheur. Et moi, j'ai quand même un truc à dire. Si vous regardez un peu l'histoire, la France, c'est quand même le pays où on sait faire des petites voitures malignes et pas chères. Et on a eu quand même des constructeurs qui étaient quand même vachement doués à faire ça. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable. Et je pense qu'en plus, les Chinois ne savent pas faire. Parce que les Chinois, aujourd'hui, veulent tous des gros machins. Donc, non, il y a sans doute une fenêtre d'opportunité pour qu'on développe une alternative un peu européenne, un peu française Alors j'aimerais sur la mobilité. pour cette dernière partie, qu'on parle à présent des domaines dans lesquels la filière doit pouvoir progresser. On a parlé d'économie circulaire. C'est vrai que pour les batteries notamment, c'est très important par rapport à l'accès aux matériaux de se préserver par rapport à une dépendance. Oui, encore une fois, ce qu'on doit, on doit faire, c'est toujours voir le système dans son ensemble, hein. Les Chinois ont eu cette force de penser les véhicules électriques à la fois de la mine jusqu'à l'usage, pas forcément sur la fin de vie du véhicule, hein. Donc là, on a encore, nous, un certain nombre d'avantages, mais effectivement, il faut avoir cette vision globale et tous les métiers liés à l'économie circulaire, à la refabrication à partir de pièces, à la réutilisation des pièces. Tout cet écosystème du véhicule sur son cycle de vie est extrêmement important. Et je pense que ça va être aussi une source d'inspiration pour la conception. Donc, il faut effectivement que les barrières tombent pour être capable justement d'inventer finalement une mobilité qui intègre vraiment ce concept de cycle de vie. Aujourd'hui, intellectuellement, on en parle, on le comprend, mais on sait très bien qu'il faut faire tomber les barrières entre les différents métiers pour remonter ces savoirs au niveau de la conception même du véhicule et des équipements. Donc c'est le même sujet pour les équipementiers, hein. Mais il y a de la place, hein. Et encore une fois, moi je pense que là, on a une source d'inspiration, une source de créativité qui peut nous permettre de rebondir. Parce qu'encore une fois, on est sur un cri d'alarme parce qu'on est en train de perdre des métiers complets, hein, la sidérurgie. Enfin, ce qui se passe à l'heure actuelle, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est grave. Mais si on arrive à se protéger un minimum, derrière, il y a de la place pour la créativité, l'innovation, les jeunes générations, rien n'est perdu. Si, encore une fois, on est capable de sauvegarder ce qui doit l'être et après de se projeter dans un monde qui tient compte des contraintes, le changement climatique, la raréfaction des matières premières, les difficultés à les exploiter aujourd'hui conformément aux règles. Et là, il y a un chemin de voitures plus légères. Moi, je suis sûr d'une mobilité. La mobilité, c'est la liberté. Moi, je suis persuadé que la mobilité restera un élément majeur. À nous de l'inventer voilà, de façon positive. Oui, je voudrais donner quelques exemples parce que c'est assez intéressant ce qui se passe là. Si vous prenez le cas des terres rares, par exemple, tout le monde parlait des terres rares, sans savoir très bien ce que c'est d'ailleurs, le dysprosium, le cérium, le néodyme, etc. C'est ce qui permet de faire des aimants dans les moteurs électriques de toute machine électrique imaginable. Moi, quand j'étais encore chez Valeo il y a quelques années, on s'est dit on va dans le mur avec les terres rares parce que les Chinois vont nous serrer le kiki. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait cette semaine. C'est ce qu'ils ont décidé de faire cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est lancé dans un développement d'un moteur électrique sans terres rares, qui a d'ailleurs été présenté par mes ex-collègues là, il y a quelques semaines. C'est un exemple d'innovation où si on prend le problème par le bon bout, on est capable à ce moment-là de dessiner à dessein des solutions qui nous indépendantisent des problèmes de sourcing qu'on peut avoir des matières. Deuxième chose, c'est effectivement l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est quand même assez ahurissant de voir que toutes ces matières très très chères, très sophistiquées qu'on amène dans les voitures, en fait, on les détruit et après elles finissent, je ne sais pas trop où. Alors, la filière est en train de s'organiser très sérieusement. Si vous prenez les gens comme Indra, GPA26, ils sont en train de faire du démontage de voitures intelligents. Il y a des tas de filières de recyclage. Le stand de Renault, The Future is Neutral, est intéressant à voir aussi, oui, absolument. Donc tous les acteurs aujourd'hui sont en train de se structurer, non pas uniquement sur le VHU, mais aussi sur, on a parlé du réemploi, mais du recyclage des pièces. Et le recyclage, ça veut dire que si vous ne savez pas la réparer et la réutiliser, vous reprenez les matières et vous les gardez chez vous, vous ne les renvoyez pas à l'heure pour les réutiliser dans autre chose. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question pour Francis et pour Rodrigo, mais on va montrer cette semaine à la Tech Academy que c'est pas si évident que ça de réparer les voitures modernes, et notamment la question se pose pour les batteries, et ça c'est un vrai enjeu pour les années futures.
Je suis pas le premier expert en batterie, parce que SKF, on n'en fait pas. Mais de façon globale. De façon globale, oui. Il y a, en tout cas, nous, on le voit sur le marché de la rechange. Nos distributeurs, ils ont aussi besoin de nous et des équipementiers qui savent faire ce traitement-là ou des institutions qui savent faire ce traitement-là pour pouvoir donner des solutions à leurs réparateurs. J'insiste encore là-dessus parce que on a une vision constructeur des voitures légères, voitures pas chères, et je suis assez d'accord, il faut que le consommateur s'y retrouve. Mais comme dit Jean-Louis, on a un parc à faire vivre et il y aura des voitures électriques qui sont déjà sur le parc. Celles-là, il faut que les gens sachent les réparer. Il faut que les réparateurs sachent utiliser, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la batterie, comment utiliser. Et nous, équipementiers, on essaye aussi de donner ces services-là. On en a plein. Alors nous, on est équipementier d'origine SKF, mais on a dans notre panel FIEV des adhérents qui sont spécialistes de l'économie circulaire, du recyclage, et qui sont aujourd'hui à la pointe pour pouvoir travailler ces produits. Aujourd'hui, on a peut-être aujourd'hui 11% de véhicules qui sont électriques, donc il faut qu'ils soient réparables. Je te laisse. Je vous laisse, oui, sur ce sujet-là, en ce qui concerne l'économie circulaire, Mobiliance a été depuis très longtemps un acteur important de l'économie circulaire. D'ailleurs, dans cette salle, il y a des gens où je suis qui sont des vrais spécialistes, je pense à mes amis de Surplus Automobile, des gens qui travaillent le sujet depuis tellement longtemps et qui aujourd'hui savent ce que c'est de commencer à travailler la récupération des météores sur les batteries. Donc, on n'est pas trop en retard sur ce sujet-là, on avance. Je peux peut-être le sujet qui peut être intéressant, c'est le rôle réel de la réparation des services de l'automobile qui doit répondre effectivement aux besoins que nos amis ont soulignés. Je pense qu'il ne faut pas oublier, d'une part, la formation professionnelle. C'est absolument bon, qu'on continue à former des gens et des jeunes de l'automobile. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça a un intérêt assez certain de pouvoir les faire venir. Deuxièmement, il faut que l'ensemble des réparateurs, c'est la position de Mobiliance aujourd'hui, puissent demain réparer les voitures. Ça me paraît important. C'est le fameux Data Act, à mon avis, qui est clair, qui est en train de fonctionner et sur lequel on insiste énormément. On a une conférence là-dessus d'ailleurs vendredi, je le précise. Il faut que j'en revienne vendredi parce que le Data Act, ça me plaît Toute la beaucoup. semaine, on a des conférences qui embrassent les thématiques du moment. Mais je veux dire ça a de l'intérêt parce que là, clairement, monsieur disait qu'il y a déjà des voitures qui circulent, il faut les réparer. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Réparer une voiture électrique avec les batteries qui sont en dessous, ce n'est pas simple comme tout. D'ailleurs, je crois que, et Dorothée me disait ce matin, qu'à Bruxelles, on est en train de travailler sur une clause d'obligation que des gens qui livreront des batteries dans quelques années devront donner un document de passage, comment un passeport pour réparer la batterie. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on se penche quand même sur les sujets et il faut que l'ensemble de nos professionnels, quels qu'ils soient aujourd'hui, puissent effectivement intervenir sur les sujets. C'est une question de confiance aussi, à mon avis, vis-à-vis de l'utilisateur, qui se sent un peu rassuré par sa batterie, que ça ne soit pas non plus le truc insurmontable qui puisse malheureusement le faire reculer par rapport à ça. Donc les sujets, à mon avis, sont bien avancés. Je crois que la filière dans son ensemble, que ce soit les constructeurs, que ce soit les équipementiers, que ce soit nous aujourd'hui, on est capable d'avancer sur des sujets fondamentaux par rapport à ça. Moi, je suis assez... il faut que l'État comprenne un petit peu que ce n'est pas que la voiture neuve aussi. Il y a vraiment tout un écosystème important de mobilité, et Dieu sait que ça a du sens, à venir un petit peu vers nous. On continuera encore à les questionner dans ce sens. Mais on ne sait pas trop qui questionner en ce moment parce que nos interlocuteurs changent assez fréquemment. On verra bien d'ici la fin de la semaine. Renaud Kayanakis, sur ces notions d'économie circulaire, réparabilité, ce sont des labels qui pourraient convaincre ou rassurer le consommateur, d'après vous? Alors, le convaincre, le rassurer, oui, parce que quand on dit qu'on a 40 millions de véhicules en parc et qu'on a un âge moyen de ce véhicule qui s'allonge, on dépasse les 11 ans d'âge moyen. Donc c'est la démonstration que les Français, là encore une fois, les Français et les Européens au sens large, sont dans une logique de durabilité de leur véhicule, que cette logique elle soit drivée par des histoires de pouvoir d'achat ou pas. Et quoi qu'il en soit, je garde mon vieux véhicule et donc j'ai besoin d'avoir une capacité à le réparer, à avoir un SAV digne de ce nom. Et quand je m'en sépare, avoir une valorisation, une valeur terminale. Aujourd'hui, sur tous ces véhicules électriques qu'on évoque, la grosse problématique, c'est la valeur terminale. Qui est-ce qui finance ces véhicules? Aujourd'hui, ce sont des financières propres des constructeurs. Si vous allez chez BNP Paribas pour demander un financement de votre véhicule électrique, vous n'aurez pas le même tarif que si vous allez chez Mobilize Financial Services parce que la logique
bancaire derrière est basée sur une valeur terminale. Donc il y a un besoin de rassurer le consommateur, de rassurer l'ensemble de la chaîne de valeur sur la valeur terminale et de la recyclabilité. Après, il n'en demeure pas moins, je suis d'accord avec Michel, si je peux récupérer les matériaux, les composants pour les réutiliser, c'est une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est de trouver un modèle économique pour le faire. Et le modèle économique, il passe aussi par des volumes. Et donc, il faut accepter à un moment donné de commencer à perdre de l'argent pour faire du volume à terme. Mais aujourd'hui, on ne sortira pas de cette problématique de durabilité de notre parc sans traiter pleinement cette chaîne de post-vente. Et je pense que les constructeurs ont leur carte à jouer. Certains avancent sur cette filiale. Je pense à Renew, par exemple, côté Renault. Les constructeurs ont intérêt à penser le véhicule dans son deuxième cycle de vie, troisième cycle de vie, tout simplement pour garder une bonne relation avec l'expérience de leurs clients. Moi, je pars toujours du client, donc à la fin, ce qu'il faut, c'est que l'utilisateur s'y retrouve et tout ça dans un budget contraint. Oui, mais alors, je pense qu'il y a un sujet typique sur l'économie circulaire qui fait que c'est le bon endroit ici pour en parler. Parce que l'économie circulaire, c'est pas quelque chose qui se décide. Il y a un village qui est dédié sur Ouais, c'est pas ce qui se décide, ça s'organise. Et en fait, qui sont les gens qui peuvent organiser ça? C'est les réseaux, c'est les réparateurs, c'est les distributeurs, c'est tout cet écosystème de réparation et d'entretien des véhicules. Parce que si vous devez collecter les pièces, vous n'allez pas les collecter dans les usines des voitures neuves, hein. Et donc, c'est tout le parc automobile qui est concerné. Donc, en fait, Equipauto, c'est vraiment the place to be, parce que c'est pas les constructeurs qui vont décider de le faire. Ils vont aider à le faire par le design, comme le dit Renaud, mais l'organisation de toute cette filière de récupération des pièces et de recyclage de réemploi, etc., c'est quelque chose qui se fait dans les réseaux. Et je pense que la Mobilan, c'est particulièrement bien concerné, hein. Alors, on rentre dans les 10 dernières minutes. J'aimerais qu'on parle d'électronique parce qu'en matière de souveraineté, c'est important aussi de se renforcer dans ce domaine, Michel. L'électronique, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'électronique dans les voitures. Il y a une trentaine d'années, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, il y en a partout. Il y a des dizaines, voire plusieurs dizaines de calculateurs dans les voitures. Un des problèmes qu'on a dans l'électronique, c'est l'obsolescence de certaines pièces, et notamment des microprocesseurs, qui ont des durées de vie des fois de 4, 5, 6 ans. Et une voiture, ça dure plus longtemps, déjà 14 ans. Hein, et donc, s'il faut réparer, la pièce, elle n'existe plus. Donc, l'économie circulaire va déjà devenir une première réponse, partielle, très partielle. Mais par contre, la réparabilité va devenir importante. Parce que souvent, quand vous regardez une pièce électronique qui a pété, ce n'est pas le micro qui a pété. Ce n'est pas le logiciel, c'est souvent une petite capacité à rien du tout, une petite résistance à 3 centimes qui a pété. Et ça, c'est facile à réparer pour des gens qui sont compétents là-dedans. Donc il y a aujourd'hui, là aussi, des filières qui sont mises en place. Des acteurs comme Cotrolia, comme Forvia avec sa filiale Clarion, Valeo l'a fait aussi. Il y en a d'autres qui le font, il y en a plein d'autres qui le font, qui se mettent à réparer ça. Et je pense que ça, c'est clé. Par contre, il faut avoir accès à la fois au design du hardware, c'est quelque chose de pas évident. Le hardware, c'est l'électronique. Et puis aussi, il faut avoir accès au soft. Et là, on va parler du soft, parce que le soft, ça, c'est une autre paire de manches, parce que c'est souvent caché de façon un peu cryptée. Et la capacité des réseaux à pouvoir accéder au soft, c'est quelque chose qui est, à mon avis, absolument fondamental. Ça fait partie du programme, j'allais le dire, forcément la Tech Academy. Jean-Louis Pêche, en tant que patron d'Actia, l'électronique, vous connaissez, évidemment. Oui, tout ce qui a été dit est extrêmement juste, hein. En tant qu'électronicien, il y en a de plus en plus, donc ça c'est le bon côté, mais après ça pose vraiment un certain nombre de problèmes, hein. Il y a l'obsolescence qui a été citée, qui est un gros sujet. Il y a aussi le fait que, si vous voulez, je parlais du SDV, Software Defined Vehicle, c'est que l'électronique connectée a changé le véhicule. Elle a changé le véhicule parce que pour le mettre à jour, pour pouvoir mettre à jour toutes les fonctionnalités du véhicule à distance, on a dû changer les architectures et avoir des architectures beaucoup plus centralisées pour être capable de mettre d'un coup à jour tout le véhicule. Parce que si on ne le fait pas partie, on génère des bugs, on génère des tas de problèmes. Donc, comme ça vient d'être dit à l'instant, là, le problème, c'est à la fois la partie électronique physique, hardware, mais beaucoup de software, pour pouvoir effectivement garder des ensembles cohérents en matière de soft. Donc ça crée une complexité supplémentaire. On parle de gestion de configuration, enfin on parle de tout un ensemble de choses qui sont devenues très sophistiquées. Alors le point par rapport aussi à la durée de vie, c'est que ces matériaux, enfin ces éléments ne sont pas chers finalement par rapport au véhicule. Un calculateur, c'est très peu d'argent finalement, c'est une centaine d'euros neuf.
Même en dessous de ça, pour un calculateur de collectivité de véhicules, c'est 70-80 euros. Donc, reprendre un calculateur de ce type, le réparer, gérer le problème du soft, si vous voulez, on arrive très vite à une infaisabilité économique. C'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est que le collecter, le réparer, le remettre en véhicule, le recharger le soft, s'assurer de la compatibilité software, c'est une usine à gaz. Donc malheureusement, je pense que là, il y a beaucoup de choses à inventer pour essayer de trouver un chemin vertueux, peut-être allégé aussi, malheureusement pour les électroniciens, la charge électronique du véhicule. En tout cas, c'est un vrai sujet à part entière. Et associé à ce sujet, il y a des aspects réglementaires. Accès à la data, il y aura des conférences là-dessus. Hein. Être capable, lorsque c'est mon véhicule, être capable d'avoir l'ensemble des datas associées, que ces datas ne soient pas l'occasion de créer des business models plus contraignants, plus fermés. Hein. La liberté d'entreprise, d'entreprendre, est aussi mise à mal par la technologie. Donc, si on veut la sauvegarder, il faut être attentif à ça, parce que malheureusement, ça ne va pas toujours dans le bon sens. Rodrigo, un petit point sur une évolution technique majeure aussi, c'est ce qu'on appelle le by-wire pour la direction, le freinage. C'est des choses que vous avez déjà regardées chez SKF, hein. Oui, alors je me souviens d'un équipe auto, un de mes premiers, bon, je suis un peu jeune quand même, j'ai de la barbe, mais je suis un peu jeune, ça fait 25 ans que je suis chez SKF. Mais je me souviens d'une voiture Berton, hein, la Philo, qui avait déjà du drive-by-wire. Donc oui, je rejoins Michel sur l'innovation. Je pense que les équipementiers, ils doivent permettre ça, de permettre l'innovation, permettre d'avoir des systèmes différents aussi pour contrer les nouveaux arrivants et d'autres constructeurs. Nous, on est porteurs sur ces innovations. Valeo, Bosch, SKF dans une moindre mesure. SKF est un peu dans les systèmes et surtout dans les roulements. Mais c'est aussi notre ADN de pouvoir trouver des solutions pour le futur de l'automobile. Et le drive-by-wire est quelque chose qui est en train de prendre du sens chez nous. Aujourd'hui, je vais faire un parallèle avec l'aéronautique. Aujourd'hui, l'aéronautique se fait by-wire. Il n'y a pas de connexion entre le manche et les commandes et l'avion. Et donc, ces choses-là vont arriver aussi dans l'automobile. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est la nouvelle génération, l'IA, la révolution technologique, elle arrive et on doit aussi préparer cela. Alors moi, je suis dans un côté rechange et on a ce parc à pouvoir réparer parce que les gens ont besoin de leur voiture pour travailler ou pour se déplacer. Donc la mobilité durable, elle est importante. Mais il y a aussi l'avenir et de nouvelles mobilités, il faut aussi qu'on les garde. Alors, je me tourne pour terminer au consultant qui est Renaud Kayanakis. Qu'est-ce que vous inspire, Renaud, ces échanges et cette volonté de travailler de façon plus étroite pour faire les voitures de demain et plus vertueuses d'un point de vue, en tout cas, environnemental? Moi, je pense que globalement, quand on regarde l'ensemble des acteurs sur le marché européen, sur toute la chaîne de valeur, on a tous les savoir-faire de bout en bout. Donc, ça va paraître absurde ce que je dis, mais il suffirait juste de chasser en meute. On a quelques initiatives. On l'a vu sur le marché des batteries, notamment, quand, chose impensable, Total s'associe à Mercedes et s'associe à Stellantis pour fabriquer des batteries. Ça paraît contre nature, mais la résultante, c'est qu'on a une gigafactory, des gigafactories pour fabriquer des batteries. Finalement, le consommateur, lui, il ne se pose pas la question de savoir quel est le type de batterie qu'il a dans son véhicule. Il veut acheter un produit avec un design, un confort, des fonctionnalités. Et donc, je pense que l'ensemble des acteurs de la chaîne, que ce soit les constructeurs, que ce soit les équipementiers, ont intérêt à collaborer pour fabriquer les géants de la tech, les géants de l'automobile de demain sur le véhicule neuf, sur le parc automobile et sur tout le marché de l'after-sales. Merci, c'est ainsi que s'achève cette passionnante table ronde et cette matinée de conférences sur la Tech Academy, conférences qui ont été préparées avec le renfort de la FIEV, de la SIA et de France Autotech. Merci à nos intervenants et bon appétit. On se retrouve tout à l'heure.